La science, c'est cool. Bon, en fait, je voudrais vous parler de Clio Dynamique. Ouais. C'est pas faux. Alors, la Clio Dynamique, c'est quoi? C'est, j'avais fait un épisode avec Dave de What the Cut, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année dernière. Je te vois pas. Depuis que t'es en cosplay de joueur du grenier, je te vois plus, en fait. Ok. Donc c'était un épisode qui parlait de prédire l'histoire, tout ça, je sais pas si vous vous souvenez. Bon, je vais vous rappeler le truc. En gros, la cliodynamique, c'est une science qui a été lancée il y a même pas une dizaine d'années, et le but du truc, c'est essayer de prédire l'histoire. Voilà. Cliodynamique, avec Clio, qui veut dire... Clio, c'est la... Voiture. Ouais, c'est super drôle. Génial, abonne-toi. Non, Clio, c'est la... Clio, c'est la muse de l'histoire en grec. Il faudra demander à Manon pour des détails. Et dynamique, ça vient de dynamisme. C'est un peu ce qu'il n'y a pas dans les vidéos de Nota Bene, en fait. Moi aussi, je t'aime, Ben. Non, mais c'est cool, c'est cool. Non, c'est quand même sympa. C'est une petite chaîne. Elle gagne à être connue, je trouve. Donc en fait, cliodynamique, prédire l'histoire dans le futur, la dynamique de l'histoire, etc., etc. Alors bon, tout de suite, je vous vois, vous êtes sceptique, enfin je vous vois pas, j'ai les spots dans la gueule en fait, voilà, c'est comme ça. Mais j'imagine que vous êtes sceptique, on peut pas prédire l'histoire c'est un truc, c'est trop complexe pour être prédit, etc. Ouais, vous avez pas tort, en fait on n'y arrive pas vraiment, mais on arrive quand même à prédire 2-3 trucs. Par exemple, on arrive à prédire le comportement des humains. Par exemple, on sait que si on laisse suffisamment de personnes dans le noir, ils se mettent à faire des holas comme des cons. Le truc, c'est que, par exemple, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont utilisés par les polices du monde pour faire de la prévision policière. Un petit peu comme dans Minority Report. Il y a des villes qui utilisent ça, comme en Californie. En fait, c'est des logiciels qui disent où est-ce qu'il y a de plus de chances d'avoir des crimes, que ce soit des cambriolages ou des assassinats, des trucs comme ça. Et ça marche super bien. Ils ont réussi à diminuer les crimes de 30% en Californie, dans certaines villes particulières, avec ces logiciels-là. Donc on peut prédire les comportements humains. Voilà. Un autre exemple que j'aime beaucoup, et je le trouve super rigolo, puisqu'on approche des élections présidentielles américaines, c'est que les 2 dernières élections présidentielles, le résultat des 2 dernières élections présidentielles américaines a été prédit par un mec, un statisticien et économiste, qui s'appelle Nate Silver. Et en 2008, il avait prédit à l'avance le résultat des élections dans 49 pays sur 50, 49 États des USA sur 50. Et en 2012, il s'est un peu amélioré. Il a fait 50 États sur 50. Donc il avait un taux de précision de 100%, ce qui est plutôt pas mal. Améliorable, mais pas mal. Donc voilà, on peut prédire les comportements humains. Il y a aujourd'hui plein de modèles mathématiques pour prédire les comportements de foule, pour prédire les comportements, la propagation d'une rumeur dans un pays, etc. Donc on peut quand même mathématiser les comportements des humains, surtout quand ils sont nombreux. Un peu comme vous ce soir. Donc on peut le faire, mais la question c'est comment le faire, et ce que je vous propose maintenant c'est de vous montrer un petit peu comment les chercheurs de cette discipline essayent de le faire, quelle est leur méthode, etc., etc. Mais avant de faire ça, en fait j'aimerais bien que vous me montriez, en fait c'est un peu... Bon, j'aimerais bien que vous me montriez que vos applaudissements fonctionnent. Ouais, non mais attends. Merci, ça fait plaisir. Ça touche mon ego et c'est super important parce que l'ego des youtubeurs au-delà de 100 000 abonnés, hein, comme l'a dit Manon. Elle est où d'ailleurs? Salut. Donc, ah, je rigole. Alors, on va faire un truc, je sais pas comment on va faire. Vous allez suivre exactement mes mouvements. Est-ce que vous me voyez bien? Ok, je vais poser le micro, attention. Vous allez suivre, vous allez faire exactement ce que je fais au moment où je le fais, d'accord? Ok, donc là par exemple le dernier, moi j'ai pas claqué et vous l'avez fait. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait une inférence en fait. C'est ce qu'on appelle un raisonnement, une induction. Oui, c'est une inférence aussi, mais bon, bref, c'est surtout un raisonnement par induction. Donc en fait, vous avez observé quelques événements. Voilà, j'ai claqué dans mes mains 4-5 fois. Et vous avez dit, bon, bah, il claque ses mains 4-5 fois, il va faire une 6e. Voilà. Ça, c'est un truc que vous faites tout le temps. Quand, je sais pas, vous tapez le pied dans le pied de la table, vous vous rendez compte que ça fait mal. Au bout de 5 fois, vous arrêtez. Voilà. Quand vous allez sur la chaîne de David, enfin de Dave, vous vous rendez compte que c'est mal dessiné, et au début vous vous dites c'est marrant, c'est mal dessiné, et puis après vous vous rendez compte que c'est toute sa chaîne qui est comme ça. Excellent.
Donc ça, c'est un raisonnement par induction, et c'est ce qu'a fait Peter Turchin, donc le fameux gars qui a lancé en fait la cryodynamique, donc cette science pour prédire l'histoire, encore une fois. Il a fait ce raisonnement par induction quand il s'est rendu compte qu'aux États-Unis, tous les 50 ans, il y avait des épisodes de violence. Il s'est rendu compte qu'en 1870, il y avait eu un épisode de violence. En 1920, 50 ans plus tard, il y avait un épisode de violence. En 1970, il y avait un épisode de violence. Et donc il s'est dit, tiens, c'est marrant, tous les 50 ans, il y a un truc. Peut-être qu'en 2020, il y aura un prochain épisode de violence. Bon, ça, c'est vraiment un raisonnement par induction basique. Hein. On observe, c'est ce que vous venez de faire, on fait ça tous les jours. Mais c'est pas fifou, quoi. Enfin, en fait, on arrive à voir qu'il y a un truc, il y a un cycle, il y a un schéma, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est pas top. Donc en fait, on a besoin, pour faire des prédictions, les chercheurs, ils ont besoin de modèles. Et alors là, je vais encore une fois poser mon micro. Non, on va faire ça autrement. Alors voilà, vous allez applaudir. Quand je vais être ici, vous allez applaudir. Allez-y. Non, en rythme. Yes. Accélérez un peu. Ralentissez. Ah. C'est bon, c'est cool. Merci. Bravo. Alors, ce que vous avez fait là, en fait, c'est, si je pouvais faire un graphique par terre, et j'aimerais bien que vous puissiez le voir, c'est finalement, en fonction de ma position sur cet axe-là, vous avez déduit la vitesse des applaudissements. Voilà. Donc, s'il y avait un chercheur dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas un, parce que sinon il va me critiquer sur ce que je fais, et ben, vous auriez un espèce de... Donc, le gars, il verrait qu'il y a une espèce de nuage de points, une espèce de relation entre ma position là, et puis la vitesse de vos applaudissements. Puis il dirait, tiens, c'est marrant, on peut mettre un modèle au milieu de tout ça, donc ça serait une droite, entre ma position et la vitesse de vos applaudissements. Voilà, donc ça c'est un modèle, une droite c'est un modèle, une équation, y égale à x plus b, voilà ce que vous voulez. Et ce genre de relation, en fait, on peut en faire sur à peu près toutes les variables qu'on veut. Voilà. Ça c'est le travail des gens de la cryodynamique, c'est de finalement réussir à trouver quels sont les bons modèles qui décrivent bien les phénomènes qu'ils observent. Et bon, bah, bien sûr, ce n'est pas des applaudissements, mais ce sera par exemple la violence d'un pays, expliquer la violence d'un pays avec des bonnes variables. Bon, le truc c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que évidemment, un pays c'est plein de variables, c'est, je sais pas moi, la richesse, l'espérance de vie, c'est plein de trucs, enfin la culture, la psychologie nationale, etc., etc. Donc, ils sont confrontés au choix de quelles variables ils vont utiliser pour décrire et pour prédire le futur. Et enfin, des variables, il y en a vraiment plein. Enfin, on peut prendre des variables qui sont inutiles. Par exemple, saviez-vous qu'il existe un Big Mac Index, l'indice de Big Mac, qui permet de prédire à l'avance le PIB par habitant des pays. Voilà. Vous regardez le prix d'un Big Mac, et ça vous permet de déduire avec une assez bonne précision le PIB par habitant du pays dans lequel vous êtes. Il y a plein d'indices comme ça, en fait. Vous pouvez regarder le nombre de grues qu'il y a dans les villes où vous êtes. Le nombre de grues permet de prédire à peu près la croissance économique de la ville dans laquelle vous êtes. Parce que les villes en croissance produisent beaucoup de bâtiments, et donc il y a besoin de beaucoup de grues. Voilà, donc le truc c'est que les gens qui prédisent l'histoire, qui essayent de mathématiser les sociétés, eh ben, ils ont besoin de bonnes variables, etc. Mais ils peuvent en prendre des pourries, comme ça, qui ne sont pas hyper utiles, ou alors ils peuvent en prendre des bonnes. Alors là, je vais encore essayer de vous illustrer une deuxième fois. Non, ça va être trop difficile. Alors, on va le faire. Donc, reprenez les applaudissements rythmiques, s'il vous plaît. Yes. Yes. Ah, bon là, je vous ai un peu vu, quoi. Je suis parti, en fait, de cet axe. C'est devenu un comportement imprédictible qui rentrait plus dans le modèle. Ça, c'est ce qui arrive en permanence avec les systèmes sociaux. C'est-à-dire que des règles qui sont valables pendant un moment, elles ne le sont plus 50 ans après. Ce qui permet de prédire la violence, je ne sais pas, en France, à un instant T, ne permettra pas forcément de prédire la violence 50 ans plus tard en France. Donc on est confronté à un problème fondamental, qui est que si la variable qu'on a prise pour, je ne sais pas, on veut essayer d'expliquer la violence en fonction de la disponibilité de Pokémon Go en France. Voilà. S'il n'y a pas assez Pokémon Go, les gens deviennent violents et se tapent sur la gueule. Effectivement, aujourd'hui, peut-être que ça pourra marcher, peut-être que dans 10 ans, ça pourra marcher, mais peut-être que dans 50 ans, ça ne marchera pas. Parce que peut-être que Pokémon Go, ça n'existera plus. Ce qui est important aujourd'hui pour les gens ne l'était pas forcément avant et ne le sera pas forcément dans le futur. Voilà. Tout ça pour dire que même si on a des règles qui fonctionnent aujourd'hui,
elles fonctionneront pas forcément dans le futur. Donc il faut réussir à trouver des variables vraiment hyper fondamentales dans le comportement des humains pour réussir à dire quelque chose d'à peu près correct dans le futur, même un tout petit peu lointain. Du coup, les chercheurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de prendre des variables qui sont vraiment très très propres au comportement fondamental des gens. Et alors, je trouve que le meilleur exemple de ça, en fait, c'est la bouffe. Parce que, ouais, la bouffe, c'est cool. Ah, j'adore manger. La bouffe, en fait, c'est quand vous n'avez plus à manger, il y a de fortes chances que vous ayez un peu les boules, léger. Et si vous n'avez pas à manger à cause du gouvernement qui n'assure pas en fait ses fonctions, il y a de fortes chances que vous soyez salaud. Il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu vénère contre le gouvernement. Donc c'est un truc qu'on observe un peu partout. Les émeutes de la faim, on les observe dans tous les pays, c'est vraiment une constante, même à toutes les périodes. D'ailleurs, la révolution de 1789 était en partie motivée par des problèmes de nourriture. Il y avait une disette du pain à Paris, quelques jours, enfin, au moment du début de la révolution, il y a eu une marche des femmes qui voulaient du pain, en fait, donc elles pétaient un câble. Donc bref, tout ça pour dire que les émeutes dues à la faim, c'est un grand classique. Là, c'est pas du tout culturel, et on sait qu'il y en a eu il y a longtemps dans le passé, et on sait qu'il y en aura probablement dans le futur s'il y a des pénuries de nourriture. Donc ça, c'est super cool. C'est vraiment une variable hyper cool pour les gens qui veulent prédire le futur, parce qu'ils savent que c'est un truc qui reste, quoi. C'est pas culturel, c'est pas dépendant de la période, etc. Et à ce propos-là, il y a une super anecdote qui est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous vous souvenez des printemps arabes en 2011. C'était dans l'été, tout a commencé avec un gamin, enfin c'était un jeune adulte qui s'est immolé sur la place publique en Tunisie. Et c'est ça qui a été vraiment l'événement déclencheur en fait, des printemps arabes. Et en fait, ce truc-là, eh bien, ça a été prédit, enfin c'est pas l'événement du mec qui s'immole qui a été prédit, mais en fait 4 jours avant que le gars s'immole, il y avait eu un papier qui avait été fait par des mecs de Cambridge qui avaient envoyé finalement un espèce de document interne en disant faites attention, c'était au gouvernement américain, ils ont dit faites attention, il y a des fortes chances qu'au Moyen-Orient il y ait des soucis, parce que les prix de la nourriture commencent à exploser, il y a forte chance qu'il y ait des soucis, et ils ont envoyé ce papier 4 jours avant que le mec s'immole sur la place publique. Ce qui est plutôt balèze. Donc là, ils ont vraiment réussi à prédire. Alors, bien sûr, on ne prédit pas les détails, mais ils ont réussi à prédire, en fait, des problèmes sociaux qui ont eu lieu après. Voilà. Et ce qu'ils ont fait, c'est en regardant les prix de la nourriture, et effectivement, chaque fois que la nourriture dépasse un certain seuil, bim, il y a des émeutes. Et là, dans ce cas-là, bon, il y a eu des printemps arabes. Alors, bon, en gros, c'est quoi la conclusion de tout ça ? La cléodynamique, c'est une science qui est toute jeune, elle n'a même pas 10 ans. Et évidemment, on ne fait pas des trucs de ouf encore. Enfin, je veux dire, les mecs qui sont encore en train de récupérer les données, ils lancent appellent les grosses bases de données et tout ça. C'est vraiment une science en construction, c'est même une proto-science, si on veut. Mais c'est hyper encourageant, il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Les gars n'arriveront probablement jamais à prédire des événements vraiment particuliers, du style un mec va s'immoler sur une place quelque part, mais c'est un petit peu comme la climatologie et les météos, en fait. La climatologie arrive à connaître à peu près la tendance qui fera d'ici 50 ans. On connaît plus ou moins la température qui va augmenter de 4 degrés d'ici 2100, avec une grosse marge d'erreur, bien sûr, mais c'est de la climatologie. Mais on ne connaîtra pas du tout la météo du jeudi 25 janvier 2053. Quoi. Ça, c'est pas moyen de le savoir. Ben, c'est un peu pareil. Là, il y a de fortes chances qu'on arrive à connaître à peu près les grandes tendances, sans connaître les détails de l'histoire. Et en soi, c'est déjà cool. Enfin, perso, moi, je trouve ça plutôt cool. Et l'autre truc, c'est que même si on n'arrive pas à faire ça, même si on n'arrive pas à prédire le futur, parce que c'est possible, hein, peut-être qu'il y aura des obstacles fondamentaux, en fait, on ne sait pas. Et après tout, les sociétés sont quand même des trucs hyper complexes, donc peut-être qu'on n'arrivera jamais à avoir le niveau pour modéliser ces sociétés hyper complexes. Mais au moins, ça nous fournit un truc, ça nous fournit une super excuse, en fait, pour étudier sous un nouvel angle l'histoire, en fait. On mathématise l'histoire, on en fait des chiffres, on essaye d'y appliquer des modèles, on essaye de tester des théories contre d'autres. Bref, ça c'est super cool. Personnellement, je trouve ça super cool. C'est une nouvelle approche pour faire de l'histoire. Et en fait, à défaut peut-être de prédire l'avenir, on pourra mieux expliquer le passé. En soi, c'est bon à prendre. Voilà. Merci. Abonne-toi.